Bonjour à tous, enchantée de vous retrouver sur cette plateforme et puis sur ce webinaire organisé par Génie des lieux. Merci de vous être inscrits très nombreux à ce webinaire. On est vraiment très content de discuter avec vous de la révolution du travail que nous traversons tous. Et je vais donner la parole directement à Dora, qui va se présenter et vous en dire un petit peu plus sur tout ça. À toi, Dora. Bonjour à tous. Bon, merci beaucoup pour votre confiance et si beau taux de participation. On est ravis de voir qu'on adresse les bonnes questions, en tout cas celles qui vous préoccupent et celles pour lesquelles vous accordez du temps. Donc j'espère qu'on répondra à vos nombreuses interrogations et en partie aux problématiques qui vous concernent. Alors, qui suis-je? Je suis Dora Grab. Je suis issue d'un double cursus en programmation et en accompagnement au changement. Ça fait maintenant 8 ans que je suis à Génie des lieux. J'ai d'abord été directrice de projet pour conseiller et accompagner nos clients du tertiaire dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et en parallèle, j'ai créé et développé l'activité d'accompagnement au changement au sein de l'entreprise, qui a fait naître et croître toute une équipe de sociologues, d'ergonomes, de programmistes que je manageais. Désormais, depuis quelques mois, je suis directrice du business et développement. Et ma mission est de construire le développement de notre expertise en phase avec les attentes de nos clients et les évolutions sociétales, mais aussi d'aider les consultants à avoir auprès de nos clients un conseil d'excellence toujours à la pointe. Et enfin, de diffuser cette expertise en open source, comme aujourd'hui, afin de promouvoir les bonnes pratiques et de contribuer à cette fameuse révolution. Alors, peut-être un petit mot sur Génie des lieux, avant de commencer. Génie des lieux a été créé il y a 25 ans, autour d'une ambition forte de notre métier, celle de rendre les espaces à la fois utiles, pertinents, d'en faire des lieux habités et une ressource pour l'activité des collaborateurs. Donc, à Génie des lieux, nous concevons les aménagements des espaces tertiaires de nos clients, qu'ils soient grands comptes, PME, TI, organisations publiques. Mais nous ne sommes pas une société de réalisation de travaux qui a développé ses prestations de conseil par la suite. On est né autour des métiers de la programmation, de l'ergonomie, de l'accompagnement au changement, du design d'espace. Et on a aussi rapidement investi sur la recherche en sociologie du travail avec Génie le Lab, pour être capable de prendre du recul aussi sur notre conseil et l'enrichir au fur et à mesure. Je pense que le parcours de Pierre Boucher, ici présent, parmi les participants à ce webinaire, donc notre fondateur et président, parle de lui-même avec sa double formation, à la fois RH et architecte. Donc, on a la conviction, à Génie des lieux, que l'espace peut être un véritable levier des transformations des modes de travail et doit être au service d'un projet d'entreprise. Nous voulons dessiner pour nos clients et avec eux leur bureau de 2030, de 2040. Toujours penser à l'après, imaginer le futur, être à la pointe de l'innovation. Voilà ce qui nous anime au quotidien. C'est notre ADN et c'est un peu pour ça qu'on souhaitait se réunir aujourd'hui pour parler de la révolution du travail. Très bien. Je te laisse enchaîner. En fait, c'est vrai qu'on s'est posé des tas de questions et on a bien assisté tous dans cette période. Quand même, on voit bien qu'on est tous un petit peu percutés par tout ce qui se passe et on voit bien que la révolution, elle avait déjà un petit peu démarré, mais là, c'est le moment de se poser vraiment des questions. Donc, on s'est dit que c'était quand même l'occasion de faire vraiment un webinaire spécialement dédié à ce sujet-là. Dans quel bureau travaillerons-nous demain? Comment se passe cette révolution? Qu'est-ce qu'elle touche exactement? Et surtout, comment on va faire face à tout ça? Donc, je te redonne la parole, Dora. Merci Stéphanie. C'est vrai que cette crise, elle offre une opportunité absolument incroyable de changer de modèle et de rebondir. Donc, les incertitudes sont souvent trop vues comme des sources de risques, alors qu'elles peuvent révéler être de réelles opportunités. À Génie des lieux, on s'est nous-mêmes demandé s'il y a un an, nous aurions pu imaginer ce qu'on est en train de vivre. Très clairement, on a beau être expert, non, c'était absolument inimaginable de penser qu'on allait travailler des mois, 100% à distance, que le retour au bureau après le confinement allait être aussi progressif et si peu souhaité d'ailleurs. Et pourtant, nous nous sommes adaptés.
vous vous êtes adapté et ça a plutôt, je dirais, roulé. Regardons un petit peu les chiffres de plusieurs de nos enquêtes. 68% des entreprises se déclarent affaiblies mais font face. 48% déclarent s'être très bien adaptés. 51% déclarent avoir eu besoin de temps pour s'adapter. Bref, vous vous êtes adapté. En fait, en quelques mois, l'inimaginable est devenu possible. Les transformations que l'on voyait tous venir et qui étaient projetées avant le confinement pour 2030, 2040, sont devenues une réalité en 2020, mais aussi 2021, 2022, pour tout de suite. Donc, juste un petit exemple, peut-être pour illustrer mon propos. Dans notre volonté d'investir à Génie des lieux sur la recherche et d'être toujours dans la prospective, il y a 5 ans, nous avons lancé un bureau libre. Donc, peut-être certains d'entre vous étaient venus, avaient participé à cette expérience. En fait, c'était un espace d'expérimentation des tiers-lieux pour les entreprises. Mais on a vu en quelques mois que ça a difficilement pris. En fait, les entreprises n'étaient pas encore mûres pour utiliser les tiers-lieux, préféraient le télétravail à domicile ou encore ne le développer quasiment pas, ou simplement certains cadres, certaines professions. Donc en fait, c'était trop tôt dans le timing. C'est intéressant de regarder parce qu'aujourd'hui, on est en plein dans le sujet face à la diffusion massive du travail à distance, à l'inégalité du traitement pour le travail à domicile. On voit qu'on revient à nouveau sur ces sujets, finalement 5 ans après. Donc, au même titre que l'on entend à foison que plus de la moitié des métiers qui recruteront demain n'ont pas encore été inventés, eh ben, pour les lieux, pour l'environnement de travail, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée, ça doit être vraiment d'avoir en tête que les outils aujourd'hui permettent de construire un environnement de travail protéiforme et que les hommes et les femmes ont un nouveau rapport au travail, à l'espace, et qu'on est en train de briser complètement les frontières spatiales. Donc, très vite, les entreprises, vous allez devoir prendre la bonne direction pour ne pas rester sur le bord de la route et bien prendre le train en marche. Donc, la révolution est en train de créer un nouveau standard que les collaborateurs vont exiger à leurs employeurs. C'est aussi ça, la révolution de demain. Alors, à Génie des lieux, on n'aime pas trop calquer de modèles, mais on aime bien creuser, valider les infos. Pour certains qui travaillent avec nous, je pense que vous le savez. Donc, on a souhaité mener nos propres enquêtes sur cette révolution. Donc, on en a mené 3. Les premiers chiffres que je vous ai évoqués tout à l'heure sur l'adaptation des entreprises sont issus de l'enquête numéro 3. Sur « Et demain, on fait quoi de nos bureaux ?» qui a été menée en novembre 2020, donc auprès de 1500 porteurs de projets immobiliers, donc essentiellement directeurs immobiliers, directeurs de l'environnement de travail, directeurs de la transformation, des RH, etc. Mais on en avait mené aussi 2 autres. La première sur les conditions de et du travail en avril-mai 2020, aussi auprès de 1500 profils, et cette fois-ci personnes de profils variés. Et une autre en octobre 2020 sur pourquoi revenir au bureau auprès de 4672 salariés. Et voilà, une enquête qui nous montrait que le retour au bureau allait être plus complexe qu'il n'y paraît. Donc 3 enquêtes qui vont alimenter aujourd'hui ce webinaire. Donc à chaque fois, je reviendrai pas sur quelle enquête est concernée par les chiffres que je vous montre, mais sachez que c'est issu de ces trois enquêtes-là. Et si vous voulez plus de détails, parce que je rentre pas dans tous les détails de ces 3 enquêtes, n'hésitez pas après dans les questions ou dans le fil tout simplement du webinaire de discussion de poser des questions. On y répondra après. Donc 3 enquêtes post confinement. Alors, on voit de façon flagrante la transformation fulgurante du monde du travail avec le phénomène du « je ne veux pas retourner au bureau ». Très clairement, je pense que vous le vivez dans vos entreprises, cette difficulté à faire face à ces nouvelles envies des collaborateurs. Là où pendant un temps, on pensait que les collaborateurs auraient besoin de sortir de chez eux, auraient envie de rencontrer des personnes, d'utiliser le travail pour en fait sortir, revenir à une certaine normalité, surtout après le premier confinement. Finalement, ils ont dit non, j'ai pris goût au télétravail et j'ai plus envie des mêmes conditions qu'avant le confinement. Ce qui est intéressant de regarder, c'est pour ce qui motive le oui
je souhaite revenir au bureau, quels sont les principaux moteurs? Alors, le premier élément, c'est que quand on pose la question « Avez-vous envie de revenir au bureau ?», on voit concrètement que 43% seulement disent « Oui, totalement ». Ça veut dire que 42% disent « Non, pas du tout ». Ça, c'est un chiffre quand même très fort. C'est-à-dire 42% des salariés interrogés disent ne pas vouloir revenir au bureau. Et 15% répondent oui, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une majorité de personnes qui soit ne veulent pas revenir, soit ne veulent pas revenir tout le temps. Et quand ils disent qu'ils veulent revenir, concrètement, les moteurs ne sont pas liés à la performance de l'activité de travail, ne sont pas liés à l'engagement envers une mission, un projet, une entreprise. Ce n'est pas lié à l'attachement à son équipe et l'envie de la retrouver. Non, c'est lié à l'envie de retrouver une certaine routine dans ce contexte exceptionnel. Donc, besoin d'un retour à la normalité, 78%. Ou, pire, par la force. C'est-à-dire la peur et le contrôle du management, donc par pression managériale. Donc ça veut déjà dire beaucoup. Dans le oui, je veux revenir au bureau, on a quand même ces deux critères qui jouent. Bien évidemment, il y a d'autres éléments, plus de confort pour travailler, 61%, et besoin de travailler avec les collègues. Je pense que ça, on est tous alignés, on l'avait tous beaucoup en tête, mais les deux premiers critères sont quand même très importants à regarder. Et d'ailleurs, à la question, pourquoi vous ne voulez pas revenir au bureau? Les salariés répondent, au-delà de la peur d'être contaminés par le virus qui petit à petit va s'effacer, ils répondent qu'ils n'y voient pas d'intérêt ou qu'ils apprécient le télétravail à domicile, en tout cas qu'ils l'apprécient suffisamment pour dire qu'ils ne veulent pas revenir au bureau. Donc, on voit vraiment qu'on a changé complètement de paradigme, qu'on rentre vraiment dans un nouvel univers où le collaborateur a pris goût pour une vraie liberté. Bon, pour autant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop généraliser ou extrapoler. Tout d'abord, le travail à distance en confinement n'est pas le télétravail. Pour ceux qui connaissent très bien les principes de télétravail, le télétravail repose sur du volontariat. Donc, c'est d'abord quelque chose qui est organisé, préparé entre le collaborateur et le manager. On n'était pas du tout dans cette situation, on était dans une situation d'adaptation, d'urgence. Donc, sur ce point-là, déjà, c'est très différent. L'autre élément, c'est que bien évidemment, pour beaucoup, le travail à distance signifiait travail à distance avec des enfants auxquels on doit s'occuper, etc. Donc, multitâche. Bref, si on regarde juste par rapport, ne serait-ce qu'aux publications des femmes chercheuses sur cette période, on voit que leurs publications ont largement baissé, étaient beaucoup moins importantes que les hommes chercheurs, par exemple. Donc, ça veut dire quelque chose aussi sur la répartition des tâches, sur la réalité du fait d'avoir les enfants à la maison. Donc, situation quand même particulièrement exceptionnelle, parce que ça a joué sur la performance des collaborateurs. Autre élément, le nombre de jours par semaine, le climat morose. On avait quand même 81% des femmes et 75% des hommes qui ont eu besoin d'un retour à la normalité dans cette période. Donc, clairement, on doit prendre en compte ce contexte et le fait que après le confinement, on avait besoin de retrouver des routines dans ce contexte exceptionnel. Parce que c'était du télétravail à 100%. Mais demain, ce ne sera plus le cas. Autre élément, les facteurs de stress et de peur de contamination. Donc, vous voyez les chiffres. 44% des femmes, 37% des hommes aimeraient avoir un soutien psychologique au bureau. Et 34% d'entre eux pensent que les entreprises devraient prévoir des aménagements pour ces séances de soutien. Donc, ça reste à réfléchir. On se dit, est-ce que c'est un facteur qui donnera envie aux collaborateurs de revenir au bureau, de se sentir accompagnés dans cette période en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui va tenir dans le temps aussi, de se dire le fait de revenir au bureau, c'est aussi parce qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin d'être entouré. Donc, ça veut dire aussi quelque chose sur le développement des fonctions RH, du rôle du manager auprès des équipes. Mais même si on ne peut pas confondre l'ensemble des sujets, on ne peut pas tout généraliser, qu'est-ce qu'on peut quand même retenir de cette situation? Alors, très clairement, le succès du travail à distance, le fait que les collaborateurs apprécient largement leur domicile, qu'ils aient aujourd'hui des difficultés à revenir au bureau ou ne serait-ce qu'avoir envie de revenir au bureau. Donc, avant la crise, 89% déjà des télétravailleurs considéraient le télétravail comme efficace, contre seulement 65% qui considéraient le bureau efficace. 77% d'entre eux considéraient le télétravail comme un apport de bien-être,
contre seulement 58% pour le bureau. On voit les décalages importants, déjà entre à la fois l'apport d'efficacité et l'apport de bien-être, toujours dans une pratique raisonnée du télétravail. Je ne parle pas ici du télétravail 100% toute une semaine. On est avant la crise. On a reposé les mêmes questions pendant le confinement. Donc, par rapport à leur bureau habituel, 54% des interrogés déclaraient gagner en efficacité en travaillant à la maison et 62% déclaraient gagner en qualité de vie pendant le confinement, malgré les conditions difficiles. Donc, on voit qu'il y a un vrai succès du travail à distance. Mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle un grand nombre d'insatisfaction des collaborateurs à l'égard de leur bureau. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous pouvoir retenir. Ça, c'est issu à droite. Vous avez les résultats de l'enquête numéro 1 que nous avions menée sur quels étaient les gros facteurs de performance et de non-performance à la fois au bureau et en télétravail. Et en fait, en résumé, pour pouvoir vous reciter tous les chiffres, parce que ces chiffres, on pourra bien sûr vous les diffuser, c'est que les insatisfactions des collaborateurs au bureau sont essentiellement liées à trop plein de bruit, trop de sollicitations, des difficultés pour s'isoler, donc peu de place à l'individu et à son travail seul et à sa personnalité, en fait, s'il y a besoin de calme pour pouvoir se concentrer. Et aussi des espaces dépersonnalisés, figés, qui laissent peu de place à l'appropriation et une faiblesse des services proposés aux collaborateurs. Donc, on voit tout ce que le collaborateur a pu trouver dans le télétravail qui répondent à ces critiques du bureau. Donc, pas étonnant, finalement, qu'ils trouvent tous leur place, ou un grand nombre trouvent leur place dans un travail à distance. Donc, ce succès doit pouvoir nous éclairer sur l'aménagement des espaces de travail, sur les améliorations à apporter. Pour autant, ça ne veut pas dire que le bureau disparaît, mais qu'il doit être revisité. Donc, merci Dora pour cette analyse des chiffres, ce récap en fait de nos 3 dernières enquêtes. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que effectivement, en fonction quand même des collaborateurs, les besoins ne s'inscrivent effectivement pas du tout de la même façon. Et du coup, c'est vrai que nous, on s'est posé aussi la question en interne de se dire, aujourd'hui, ça représente quoi la révolution du travail pour nos équipes, pour nous? On voit bien que de toute façon, les réponses sont quand même globalement assez différentes. Et du coup, on va vous partager un petit peu les retours de certains de nos collaborateurs. On va commencer quand même par Pierre, qui est, on va dire, un collaborateur complètement lambda, qui est un peu concerné par le sujet. Et donc, il va nous raconter un peu pour lui ce qu'est sa révolution du travail aujourd'hui. Donc, Pierre, bonjour. Je vous laisse la parole. Merci Stéphanie, merci Dora, vous m'entendez bien, je pense. On avait fait les tests. Voilà, donc bonjour à tous. Ma vision de la révolution. On a eu évidemment une révolution sur le travail liée à la dématérialisation du travail. Maintenant, aujourd'hui, on est sur une dématérialisation finalement des lieux de travail. Donc c'est une double révolution qui est assez brutale aujourd'hui, l'éclatement des lieux de travail. Toutes les entreprises, nous-mêmes, pas la première, mais on l'expérimente également. On vit cette tension très forte finalement entre une envie, entre des forces qui tendent à l'éclatement des lieux de travail et d'autres forces qui militent pour revenir au bureau. Voilà, donc c'est des forces opposées et les deux correspondent à des enjeux qui sont très très importants. Donc aujourd'hui, face à ces tensions très fortes, il y a aujourd'hui, à notre sens, deux écueils absolument à éviter. Un écueil qui serait de suivre les sirènes du télétravail à l'extrême, ou au contraire un écueil de ne rien changer. Voilà, pour nous, la révolution que nous devons porter finalement ensemble, c'est de trouver un juste équilibre entre travail à distance et travail en présentiel, sans injonction, sans règles imposées, mais avec la mesure qu'il faut selon les activités. Et cet équilibre doit être au service, bien sûr, de la performance de l'entreprise et du bien-être des collaborateurs. Mais cet équilibre, il n'est pas évident. Voilà, c'est plus facile, en effet, de dire on change rien ou on impose. Voilà, donc il y a finalement une autre révolution qui doit être menée, pas simplement à travers les lieux de travail, mais en termes de métier
méthodes. Donc, il faut vraiment inventer et accepter de mettre en place, d'imaginer des méthodologies, des démarches de projet pour imaginer et concevoir des lieux qui vraiment, et les services qui sont associés aux lieux, qui apporteront vraiment un maximum de bénéfices aux occupants, tout en limitant les risques associés à ces nouveaux modes de travail qui posent également, bien sûr, des problèmes. Donc la révolution, elle est également dans le comment, elle n'est pas que dans le lieu. Et donc, cette révolution émergera d'un processus de programmation, de design, qui va passer par des étapes de cadrage, d'expérimentation, de déploiement, de gestion, de REX, d'ajustement, et qui nécessite finalement une véritable ingénierie des lieux et des services associés, qui nécessite, on peut dire, à la fois des compétences pas simplement d'architecte, mais des compétences en ergonomie, en sociologie, en design, dans une approche pluridisciplinaire pour intégrer l'ensemble des enjeux et des paramètres finalement qui portent à la fois sur les lieux et sur les modes de travail. Voilà, donc c'est l'enjeu, c'est la maîtrise de l'usage, avec qui nécessite des outils collaboratifs, des outils de maquette qu'on pose sur une table pour permettre finalement à des collaborateurs de s'approprier des fonctionnements, des règles, des espaces, et puis des maquettes un peu plus numériques, 3D avec casque, VR et autres, pour comprendre et vraiment s'approprier pour ajuster des environnements de travail. Voilà, rapidement la révolution. Après, on pourrait encore dire d'autres choses. Voilà, mais je pense que dans la deuxième partie du débat, je pourrais intervenir également sur la conséquence sur les lieux, plus spécifiquement. Merci Pierre. Et du coup, on a aussi interrogé Lamia. Lamia, c'est à toi, qui est donc architecte, pas facile à dire, et programmiste. Pas facile à dire, et programmiste. Et urbaniste. Voilà, donc une vision peut-être un peu plus large. Bon, eh bien, je vais te demander, et toi, Lamia, c'est quoi ta révolution du travail? Et je vais essayer de ne pas me tromper en changeant de slide, attention. Attention. Merci Stéphanie. Je pense que nous vivions une période incertaine, c'est indéniable, mais sans l'incertitude, l'aventure n'existe pas. Et je souhaite que la révolution du travail soit une aventure plurielle. Nous qui sommes aménageurs conseils, nous souhaitons résister à la tentation de reproduire des modèles, mais plutôt accompagner nos clients à avoir des solutions plutôt orientées sur qui ils sont, qui s'adaptent à leur structure, leur histoire, leur culture, à leur climat social, et comprendre les attentes des collaborateurs. Nous ne sommes pas tous des nomades du numérique. Et dans la population des travailleurs, nous avons des gens qui vivent très bien ce télétravail, en tout cas ce travail déporté, et d'autres un peu moins bien. Il faut aussi prendre en considération toutes les attentes que l'on peut trouver et toute la diversité humaine. C'est certain que sur les dernières années, toutes les évolutions technologiques nous ont facilité cette transition sur du full télétravail pendant la période du confinement, la dématérialisation, la mise en place d'un peu de télétravail à hauteur d'1 à 2 journées par semaine a été un élément qui a énormément facilité cette transition. Les outils digitaux, les équipements aussi qu'on peut emporter chez soi ont permis cette continuité. Et on a travaillé dans d'autres lieux que les lieux habituels, que le bureau, que le travail à domicile ou qu'un tiers-lieu. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec des collaborateurs qui sont partis, pour certains, sur d'autres régions, voire d'autres pays, pour continuer cette activité. Ça nous a donné une nouvelle perspective du monde du travail, et ça a ouvert aussi de nouvelles visions à l'ensemble des collaborateurs. Et puis, on a une autre approche, finalement, du temps que l'on accorde à son travail et du lieu dans lequel on l'exerce. Moi, je pense que la question qu'il faudra se poser, c'est au-delà des simples questions habituelles de ce que sera l'espace de travail de demain ou les modes d'organisation de demain, aussi multiples soient-ils. Il faudrait plutôt se poser la question de qui seront les travailleurs de demain. Et comme le disait très justement Dora, une bonne partie des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, on est dans une perpétuelle adaptation aux évolutions sociétales. Quelles seront les attentes de ces nouveaux travailleurs, leurs besoins? Et surtout, pour les entreprises, qu'est-ce qui constituera le socle de leur engagement?
Et donc, pour accompagner justement cette évolution et ces envies assez divers, les entreprises auront un rôle primordial à jouer. Elles devront être beaucoup plus flexibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce sera très certainement des entreprises plus collaboratives, mais dans tous les sens du terme, plus diffuses, qui vont s'inscrire dans des écosystèmes plus grands, avec des partenariats et un maillage territorial aussi très large, qui va accompagner les futures mobilités des collaborateurs. Et puis, selon moi, il y a un dernier point, mais ce n'est certainement pas le débat d'aujourd'hui, mais ça pourrait être le sujet d'un autre webinaire. La nouvelle frontière du travail, pour moi, c'est la frontière du temps de travail. On a quelques expérimentations qui se font et qu'on suit avec très grand intérêt, mais ce sera très certainement le sujet d'une autre réflexion à venir. Merci beaucoup, Lamia, pour cette intervention. Alors maintenant, on va interroger Édouard, qui est notre junior de l'entreprise, le plus jeune, donc un autre regard aussi sur cette révolution du travail, mais un regard de sociologue, puisque Édouard est en thèse chez Génie des lieux. Donc, Édouard, je te passe la parole. Ah, attends, on ne t'entend pas. Je vais remettre ton micro. Attends un petit peu. Attends, il y a un petit délai de latence entre l'activation. J'espère que ça va. Vas-y, test. Non, toujours pas. Ah. Je crois que c'est bon? Oui, absolument. C'est bon. Oui. Ouf. Excusez-moi. Comme tu dis. Je suis toujours très à l'aise. Les sociologues, c'est pas les premiers à être outillés. Et voilà. Non. Alors bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Édouard Chamblay. Comme disait Stéphanie, là, je mène une thèse CIFRE en sociologie au CNAM. Et mon sujet de thèse, ce sont les usages de la créativité en entreprise. Et là, moi, j'ai choisi de m'intéresser pour cette petite présentation à une réflexion au sujet du télétravail. Bon, c'est pas très original, mais je pense que, en tout cas, c'est d'actualité. Je pense qu'on peut dire que cette période de crise sanitaire, elle pousse à l'invention et à l'innovation au travail, autant qu'elle souligne et qu'elle augmente les préjudices de nombreux travailleurs, on l'a dit. Et par exemple, le télétravail obligé en période de confinement, avec ce télétravail, on voit fleurir de nouvelles manières de coopérer à distance. On a vu que voilà, on pouvait être très innovant. Et en même temps, on voit transparaître des inégalités de genre, de génération, selon l'âge, de logement, de métier. Et le risque, avec ces résultats contradictoires, voilà, il y a deux extrêmes. En fait, avec le télétravail, on trouve de multiples situations. Le risque, en fait, c'est que les entreprises peuvent aussi dire tout et son contraire à propos du télétravail, et de ça depuis quelques années. Quand certains démocratisent le télétravail, il y en a d'autres qui font machine arrière et qui la freinent. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'IBM en 2017 ou même de Yahoo plus récemment. Et à ces deux mouvements qui sont inverses, on avance souvent les mêmes raisons, assez vagues de performance, de QVT, d'équilibre entre les sphères professionnelles et privées. Et en fait, on s'aperçoit surtout que les entreprises peuvent profiter du télétravail en tant qu'alibi, se servir du télétravail, l'instrumentaliser pour faire passer d'autres mesures qui soient managériales, RH ou immobilières. Et désormais, je pense que on est d'accord pour dire que le télétravail, il se dessine plus comme un droit généralisé à de nombreux travailleurs, notamment dans le secteur tertiaire, et donc moins comme un privilège. Et je pense que c'est l'occasion de rentrer dans la complexité de sa pratique, dans les conditions individuelles de son exercice pour valoriser, comme je le disais, les inventions qui en sortent et en même temps limiter les inégalités qui sont accentuées par ce télétravail. Et en fait, il doit être pensé de manière à inclure et finalement pas à exclure. Aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser une autonomie au premier concerné, qui est le travailleur, on l'appelle aussi collaborateur, hein, et en concertation, en confiance avec son manager, son équipe, pour qu'il puisse travailler seul, mais qu'il puisse aussi travailler à plusieurs dans des conditions qu'il pense lui-même efficaces, confortables, dans une logique de réduction des contraintes, évidemment, et plus généralement, d'élargissement des marges de manœuvre au travail. Donc je pense qu'il faut être accompagné dans la pratique du télétravail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La pratique concerne
évidemment la personne qui travaille chez elle, mais aussi son manager. Ah, on a une petite coupure de réseau. Compromis, réduire tout malentendu et dysfonctionnement d'utilisation d'outils de gestion qui sont pertinents sur un rythme qui est nouveau, en favorisant la confiance entre les collaborateurs, mais aussi avec les clients. On sait que voilà, c'est tout le réseau de collaboration qui est à penser. Donc il n'y a rien de pire que de télétravailler, on sait bien, avec des collègues et des managers méfiants, sceptiques, dans une logique de surveillance. Donc c'est à ça aussi qu'il faut s'attaquer, pas simplement voilà, proposer le télétravail et que ça coule de source. Et sinon, on arrivera forcément à des moments où le droit à la déconnexion n'est pas respecté, où on est détourné, ou alors ce même droit il peut être détourné à cause de l'invisibilité des charges de travail à domicile. C'est-à-dire que on va davantage être amené à travailler au projet et moins à l'horaire, et personne ne vérifiera qu'on est sorti du bureau à 21h quand on est en période de grosse charge de travail. On pourra aussi retrouver la partie négative de la mise en scène théâtrale du travail, qui parfois, contrairement à ce qu'on pense, s'observe aussi en télétravail. Par exemple, quand on est sur Teams, c'est qu'on bouge sa souris toutes les 5 minutes pour ne pas montrer qu'on a été absent pendant quelques petites secondes. Voilà, ça a son importance aussi et ça charge dans la journée. Et je voudrais aussi finir en insistant sur un point, en fait. À l'avenir, le télétravail, il pose aussi des questions d'environnement de travail, forcément, parce que l'ergonomie, ce qu'on appelle l'ergonomie, donc voilà, toutes les normes autour du siège et de la table, par exemple, sur lesquelles travaillent les salariés lorsqu'ils sont en télétravail. Alors, on parle de siège et de table, généralement c'est un canapé et une table basse au mieux. Ça dépend bien évidemment des personnes, mais voilà. Donc en fait, cette ergonomie-là, elle est prise en considération par la législation, bien évidemment, mais on peut aussi comprendre que tout collaborateur ne veuille pas voir son domicile envahi par son entreprise quand on lui demande, quand on lui propose d'y installer une table, un poste de travail confortable. Et finalement, voilà, on veut pas que l'entreprise y vienne imposer son mobilier, ses mesures, ses normes. Voilà, la question finalement, c'est de savoir aussi quoi faire dans ce cas précis. Par exemple, si le travailleur il n'a aucune possibilité d'aménager correctement un bureau, notamment par manque d'espace, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit travailler à domicile? Voilà, c'est des questions que je me posais dans ce cas précis du télétravail après confinement notamment. Je m'arrête sur cette question et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Édouard. Bon, bah, donc, en tout cas, on voit, c'est sûr que la situation soulève quand même un certain nombre de sujets et que clairement, c'est difficile de tous les traiter et que globalement, il va falloir les penser de façon globale. Je me répète, mais c'est vrai qu'on voit bien que ça touche les lieux de travail, ça touche les modes de travail, ça touche l'organisation du travail et ça touche les hommes. Donc voilà, ça touche tous les sujets et au sein d'une même entreprise, effectivement, les regards peuvent être aussi très différents et on voit bien qu'on réagit pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes besoins, effectivement. Comme et Dora l'ont précédemment dit. Donc, je repasse la parole à Dora maintenant, parce qu'on vous a fait un petit état des lieux de la situation, des chiffres et puis des vues. Et puis maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les enjeux et le vif du sujet. À toi, Dora. Merci. En fait, je vais un petit peu vous répondre à tous les trois, en particulier à Édouard et Pierre. Effectivement, l'équilibre est à trouver des entreprises sur cette situation de travail à distance. Alors, vers quoi les entreprises doivent aller ou est-ce qu'elles sont en train d'essayer de faire? Aujourd'hui, il y a une réflexion qui tend entre le court terme et la logique long terme, c'est-à-dire l'envie d'aller plus loin, de se projeter, de se dire à quoi ressemblera le travail demain. Mais en même temps, on a une logique court-termiste parce que concrètement, les locaux vides des entreprises ou légèrement vidés, ça dépend des situations, poussent les directions à agir rapidement. Je pense que de voir une telle ressource à perte, c'est une vraie hérésie. Donc, forcément, on a l'urgence de trouver des solutions pour maintenant, surtout pour les entreprises qui sont en plein projet immobilier, qui est en train de construire un nouveau siège ou qui est en train de réaménager. Bref, on l'a vu sur les chiffres tout à l'heure, plus de 60% des entreprises interrogées sont en train de geler
leur projet pour pouvoir réfléchir à un nouveau fonctionnement. Donc, on est vraiment dans un moment clé des entreprises. Mais pour autant, il y a une difficulté de se projeter après la crise. Comment on peut tirer parti des enseignements pendant cette crise avec tous ces caractères exceptionnels et pouvoir se projeter avec ces informations pour l'après. Donc forcément, ça crée des tensions. Donc peut-être les petits aspects qu'on voit émerger en lien à ce que vous avez dit tous les trois, c'est que il y a déjà une petite tendance des entreprises à mêler le travail à distance avec le télétravail pour mesurer le succès du télétravail. Donc, je pense que, comme on l'a vu tout à l'heure, on doit rester dans des thématiques précises, ne pas trop extrapoler ni généraliser, mais bien regarder qu'est-ce qui a fait les particularités de ce travail à distance pendant le confinement et quelles seront les conditions du télétravail post-confinement. Donc, c'est deux situations bien distinctes, même si on peut regarder certains aspects, en tirer certains enseignements. Attention à pas trop mélanger les deux sujets. Aussi, je reviens un peu sur ce qu'a dit Édouard. Effectivement, il y a une tendance des entreprises à se dire que si ça marche pour certains, ça peut marcher pour tous. Avec un petit peu d'effort, un petit peu d'habitude, quand même. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a presque autant de particularités qu'il devrait y avoir de solutions de télétravail. Donc là, on commence à retomber au cas par cas. Et donc, se pose la question de la généralisation de ce travail à distance ou ce travail à domicile. Il y a une tendance d'entreprise à vouloir standardiser les process ou être en train d'imaginer une standardisation des process. Je vous donne quelques exemples. OK, on généralise le télétravail. Tous les collaborateurs vont pouvoir recevoir un écran chez eux. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Édouard, où on va tous pouvoir les équiper ou avec un siège, un bureau. Ou encore, on va mettre en place un accord de télétravail qui n'existait pas avant, mais on va mettre des jours fixes. Ou on va mettre en place un accord de télétravail, mais attention, on n'autorise qu'à domicile. Les tiers-lieux ne sont pas possibles. Donc, on voit qu'il est surtout urgent de bien faire, en fait. Il est urgent d'agir, c'est vrai, d'aller vers cette révolution, mais de bien le faire. C'est-à-dire que, au sortir du confinement, on ne parlera plus de gestion de crise et d'adaptation. Vous serez vraiment en plein dans une révolution. Et cette révolution, elle se réussit dans une réflexion de fond, brique par brique. Et le but, ça va être de mettre en place une transformation profonde où désormais l'individuel, le personnel, c'est invité dans le quotidien professionnel. Donc, si je rebondis sur ce qu'ont dit à la fois Lamia, Pierre et Édouard, c'est que chaque cas est différent. Et le professionnel ne pourra pas maîtriser tous les facteurs. Ce sera impossible pour vous de traiter au cas par cas pour chacun de vos collaborateurs. Donc, il y a trop de diversité. Donc, pourtant, vous allez me dire, oui, mais quand même, Dora, on est une entreprise, c'est normal de s'inscrire dans un cadre. Ok, tout à fait, c'est normal de s'inscrire dans un cadre quand on est dans une entreprise. Mais demain, si vous voulez pas être sur le bord de la route, comme on le disait tout à l'heure, le but, ça va être de créer un cadre qui laisse de la place aux ajustements, aux choix, qui soit malléable pour les collaborateurs. À partir du moment où vous créez des accords, où vous créez un cadre qui fixe, qui généralise les mêmes pratiques pour tous les collaborateurs, ça ne correspondra pas à la révolution de demain, ça ne répondra pas aux attentes de vos collaborateurs que vous cherchez à attirer, que vous cherchez à maintenir et que vous cherchez à faire performer. Donc attention, voilà, à cet équilibre à trouver. Donc un cadre, oui, mais modulable. L'autre élément clé, c'est pour autant l'illusion du 100% à distance. Alors, effectivement, après le cadre, on parlait du collectif de travail et de sa performance réelle. On s'est rendu compte, tous, pendant le confinement, même les plus sceptiques au travail à distance, que le travail pouvait être fait. Ok, effectivement, tout ça est très fonctionnel, ça marche, mais qu'est-ce qu'on fait de l'envie, l'émulation sur la durée? Sur la durée, on a effectivement potentiellement une perte de motivation avec un isolement, peu de place aux relations sociales et informelles. Et on a vu, enfin on le sait aujourd'hui dans des baromètres comme celui d'Actinio, que les relations sociales et informelles sont un des facteurs clés de la motivation au travail. C'est partie du top 3. Alors, très facilement, on pourrait se dire,
que les collaborateurs reviennent pour la blague, la bonne ambiance. Et on a beaucoup entendu parler de ça dans les médias, sur Internet, etc., de revenir pour les relations sociales, etc. Jusqu'à tendre, en fait, aller jusqu'à entendre, pour ma part, chez certains d'entre vous, ou certains collaborateurs ou managers, non mais on va quand même pas revenir au bureau juste pour boire un café. Et puis finalement boire un café, et puis après tous sur Teams, chacun dans des salles différentes pour faire notre réunion. Je pense que cette réflexion, vous y avez déjà pensé. Et d'autant plus que à la maison, je peux faire mon travail individuel. Bon, bref, effectivement, c'est pas ça le simple besoin de revenir au bureau. Aujourd'hui, il y a plusieurs activités qui jouent fortement sur la performance et qui ont été directement affectées par le travail à distance qui se prolongeait. Donc effectivement, sur un télétravail partiel, sur une période donnée, on est sur une logique très différente d'un 100% de télétravail pendant une longue période. Et comme on a dû s'adapter rapidement et pratiquer ce travail à distance du jour au lendemain à 100% ou grande majorité, on a eu peu de temps vraiment pour mesurer nos indicateurs de performance au travail, équipe par équipe, de voir ce qui avait pu varier. Pour autant, il y a un aspect fort qui a disparu ou qui a eu des difficultés avec ce travail à distance, c'est ce que j'appelle moi le travail collectif. Je parle pas ni d'individuel, je parle pas non plus du collaboratif, c'est-à-dire de la réunion, je parle du travail en collectif. Donc, à la maison, vous pouvez tout à fait faire vos activités individuelles. À la maison, vous pouvez aussi faire vos réunions sur Teams. Donc, on peut se dire, on réalise absolument tout à la maison. Pour preuve, on fait ces deux activités. Mais ce ne sont pas les deux seules activités que les collaborateurs réalisent. Il y a au milieu tout un panel d'activités de travail collectif qui se fait. Je vous donne les principaux éléments, les principales catégories de travail collectif. On a tout d'abord le travail d'équipe, le fait d'avoir besoin de créer des liens d'équipe qui jouent directement sur la performance du travail d'une équipe. Et ça se crée sur des moments conviviaux presque immesurables par les entreprises, presque indétectables même par les entreprises. Et ça se fait beaucoup au bureau grâce à des territoires d'équipe qui sont bien ancrés, bien identifiés, largement aussi appropriables par les équipes. Elles ont leur territoire. Ça se fait par de l'affichage, par des choix d'aménagement, lors des moments de co-conception, etc. Il y a aussi parce qu'elles ont à disposition des espaces de travail qui sont facilement reconfigurables pour des événements d'équipe. Donc, finalement, ces moments sont souvent mis sur du temps informel, non mesuré, potentiellement considéré comme inutile ou peu performant. Mais ça joue beaucoup à terme sur les liens d'équipe et donc la performance entre eux d'équipe pour après aller sur des logiques d'entraide, par exemple, dans une activité, dans des logiques d'amélioration des process de projet au sein d'une équipe, etc. Donc ça, c'est un des aspects très importants qui disparaît quand on est uniquement à distance et que le bureau, le lieu, vient recréer, vient aider. Un autre aspect, c'est la rencontre spontanée, inter-équipe, interdirection. En fait, le lieu commun, il laisse place à la spontanéité, à l'imprévu. En fait, à distance, tout ce qui ne peut pas être programmé a tendance à diminuer. En fait, on programme tout, même un échange informel que vous voulez avoir avec un collaborateur, un collègue, vous le programmez en fait, puisque quelque part vous dites, on va mettre une petite réunion Teams. Donc ça nuit largement à la possibilité de capter une info, voir quelqu'un et puis de penser à quelque chose et faire le lien avec un projet et redemander de l'aide sur un autre dossier au détour d'une conversation. Donc, en fait, il y a une richesse d'idées qui disparaît progressivement avec le travail à distance exagéré, extrême, je dirais. Et donc, ça peut affecter à terme la qualité du travail. Donc, en fait, le but, c'est de réintroduire aussi le hasard en venant au bureau, à travers des espaces informels qui sont nombreux, bien répartis, à ambiance variée, pour pousser au déplacement, par le fait aussi de bien traiter les circulations dans les bureaux, que ce soit pas la dernière roue du carrosse, en fait, les circulations, parce que c'est pas un espace travaillé direct, oui, mais c'est l'espace par lequel les collaborateurs vont aller se déplacer et vont aller faire richesse d'idées. C'est à travers ces circulations qui sont horizontales, verticales,
Donc, il faut qu'elle donne envie de se déplacer aussi aux collaborateurs. Si demain, le collaborateur revient dans votre bureau juste pour rester dans son territoire d'équipe et de pas aller à la rencontre des autres équipes, vous avez une perte forte de la performance du retour au bureau des collaborateurs. L'autre aspect dont je parlais dans le travail collectif, c'est vraiment le fait de travailler à plusieurs. Aujourd'hui, les bureaux sont vite découpés entre j'ai les espaces individuels d'un côté, j'ai les espaces collaboratifs de l'autre pour faire des réunions. Mais ce dont on aura besoin demain aussi, ce sera de favoriser l'entraide, le mode projet, de créer vraiment des espaces dans lesquels les collaborateurs peuvent travailler ensemble et pas simplement se réunir. Et enfin, un autre aspect, le brainstorming, la créativité dans le travail à distance, c'est une vraie plaie. J'en sais quelque chose avec Stéphanie, on essaie de brainstormer, c'est très difficile à distance. Donc, d'avoir aussi des espaces conçus pour cet usage premier qui est la créativité, prévu pour, même dans un aménagement hybride avec des équipements comme des tableaux interactifs à distance, mais de pouvoir avoir l'espace pour brainstormer, avoir ces temps et se les accorder. Donc, demain, c'est pas la fin du bureau, pas du tout. Mais il faut pouvoir le repenser pour créer un environnement de travail qui soit adapté aux besoins du présentiel, de comprendre les parcours des collaborateurs d'une équipe, là où les collaborateurs sont performants sur telle et telle activité chez eux au bureau, et de construire autour de ces informations. Donc, le bureau de demain sera vraiment là pour faire performer et dynamiser le collectif de travail. Donc, individu au centre, recherche de sens, d'efficacité au travail, tout ça se propageait déjà avant le confinement. Pas une surprise, mais on a sacrément appuyé sur l'accélérateur. Donc, cette situation a permis aux collaborateurs de goûter à une douce sensation de liberté. Aujourd'hui, tenter de faire marche arrière serait contre-productif. Certaines entreprises ont déjà commencé à le faire. Je pense que vous avez tous vu que le second confinement ne s'est pas passé de la même façon que le premier confinement. Bon, les conditions n'étaient pas les mêmes dans le pays, etc. Certes, les mesures gouvernementales n'étaient pas les mêmes, mais pour autant, il y a eu une vraie envie pour beaucoup d'entreprises de quand même, on va pas faire autant de télétravail. Hein. Vous allez tous venir au bureau, hein, puis les managers, on a besoin donc, que les collaborateurs vous veniez au bureau. On se sent quand même beaucoup plus à l'aise. Donc, on a senti on a bien vu que lors du premier confinement, on était sur une adaptation, mais toute la transformation, elle reste à faire. Elle n'est pas encore faite. Pour autant, les collaborateurs, eux, ils ont vécu ce confinement. Ils ont vécu le droit de faire du télétravail. On n'est plus du tout dans la même situation. Donc, désormais, les collaborateurs vont vous demander des choses, vont considérer qu'ils ont le droit d'avoir ce service. Notamment, le fait d'avoir un environnement de bureau qui soit absolument complémentaire et en phase avec le domicile. C'est un peu ce que moi je vais appeler le standard. Le standard, c'est de mettre à disposition des services qui offrent aux collaborateurs les mêmes conditions de qualité qu'à domicile. Par exemple, des espaces calmes pour se concentrer. Je vous ai parlé tout à l'heure de travail collectif, que le bureau va essentiellement servir à ça parce qu'il comble ce qu'on ne peut pas faire à distance. Pour autant, ça ne veut pas dire que les espaces calmes et de concentration doivent disparaître du bureau. Parce que dans une journée, on n'enchaîne pas que des temps de travail collectif. On a aussi des moments où on a besoin de s'isoler, de se concentrer, etc. Donc, le bureau doit pouvoir continuer de l'offrir. D'autres aspects, c'est que si le plus grand bénéfice du travail à distance, c'est aussi d'avoir un équilibre vie pro-perso qui arrange absolument tout le monde, le bureau doit miser sur des services qui favorisent cet équilibre. Comme une conciergerie, salle de sport, crèche, enfin, et tous les services auxquels vous pouvez penser. Donc, c'est le standard. Ce standard va être absolument indispensable pour que ce soit complémentaire avec le domicile. Mais, bien sûr, pour aussi donner envie, donc ça c'est l'aspect plutôt donner envie et moins standard, il va falloir déployer des services qui garantissent de meilleures conditions qu'à domicile. Pourquoi vos collaborateurs auraient envie de venir au bureau? Donc, ça va être, par exemple, de développer des espaces à l'usage attrayant qu'on n'a pas à la maison. Je prends toujours cet exemple parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir ça au travail. La restauration. Quand on est à la maison, on est obligé de cuisiner. Ah, c'est un repas de plus à cuisiner. C'est sympa quand on est au travail et qu'on a le restaurant et qu'on est servi. Mais quel plaisir. Donc, tout simplement, je vous donne un exemple, mais je pense qu'il faut penser aussi de cette façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne envie à mes collaborateurs de venir? Une restauration, une médiathèque, voilà. C'est un usage attrayant.
Mais aussi, par exemple, beaucoup d'entre vous, dans les entreprises, vous avez des espaces extérieurs. Les espaces extérieurs, s'ils sont facilement accessibles, s'ils sont bien entretenus, bien équipés, qui permettent d'y travailler, c'est aussi un atout fondamental quand on vit, par exemple, en Île-de-France, ou même tout simplement quand on n'a pas chez soi un espace extérieur. Bon, là, un petit peu moins, on est en hiver, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est un atout quand même fondamental qui peut permettre d'attirer. Je vous ai donné juste quelques exemples. Et le service aux collaborateurs, ce sera aussi la logique à la carte. C'est-à-dire de laisser la possibilité aux collaborateurs de choisir les lieux, les positions dans lesquelles ils sont les plus performants, les plus motivés. Vous voyez sur notre enquête, les chiffres qu'on a obtenus. Demain, après le confinement, 87% souhaitent choisir librement leur lieu de travail. 94% souhaitent télétravailler après le confinement. 71% de ceux qui télétravaillaient déjà souhaiteraient augmenter le nombre de jours. 53% souhaiteraient soit accéder, soit tester un tiers-lieu. Après, au regard de la crise économique, la première réponse des interrogés sur l'état de leur bureau, c'est que leur bureau ne correspond plus aux besoins. À la question pour quels seraient les espaces les plus adaptés pour demain, à 75%, ils répondent des espaces flex. Donc, on est passé sur une autre dimension. On peut plus l'ignorer. Il y a besoin de liberté dans les choix des collaborateurs de leur environnement de travail. Et bon, vous pouvez faire le rôle de détracteur et me dire non mais Dora, on va faire un bureau qui plaise à tout le monde en fonction des goûts de chacun. On n'est pas rendu. Oui, mais si, si, on est passé sur une autre dimension. Et aujourd'hui, si votre site il offre une variété de services, d'espaces, si vous mettez en tant que direction d'entreprise dans une logique de malléabilité, comme on le disait tout à l'heure, sur un cadre malléable auprès des collaborateurs, oui, on peut combiner les deux, tout en étant dans un cadre d'entreprise, tout en ayant un site avec un minimum d'éléments standards. Donc, la révolution, c'est que désormais, les collaborateurs vont prendre les rênes, vont vouloir choisir, et pas que l'entreprise leur impose tout. Donc, ce sera aussi la garantie de la performance au travail et de l'engagement des collaborateurs. Encore plus avec les générations qui vont arriver. Donc, si je reprends le télétravail à domicile, comme l'évoquait tout à l'heure Édouard, on a vraiment des situations très différentes, donc des grosses inégalités entre le fait que ça engendre autant d'efficacité que de démotivation, de bien-être que de burn-out. Donc là, on voit bien que si on l'impose, on va avoir des résultats absolument mitigés. Et même si on ne propose que ça, on va aussi avoir des résultats très mitigés. Donc, l'idée serait de proposer un télétravail qui soit inclusif, avec des solutions notamment alternatives au domicile, pour assurer cette égalité de traitement. Parce que si on se dit, bon, bah, c'est que le travail à domicile, mais que moi, je ne fonctionne pas bien à domicile, j'arrive pas à m'y concentrer, ou alors que j'ai des travaux chez moi, ou etc., c'est petit chez moi, il faut qu'on puisse aussi donner la possibilité à ses collaborateurs de travailler à distance. Et ça se fait aussi par un service à la carte, par exemple, de tiers-lieux, de permettre aux collaborateurs concernés de choisir des tiers-lieux à proximité de leur domicile. Donc, finalement, le bureau sera un environnement à liberté de mouvement. J'aime bien dire ça. En fait, composer ce campus de services va devenir central parce que les collaborateurs commencent déjà à le voir comme un standard. C'est-à-dire que même si les entreprises aujourd'hui ne le voient pas comme un standard, ça veut dire que potentiellement vous êtes un peu à la traîne. Mais excusez-moi du terme, mais on va avoir des remontées fortes des collaborateurs, une logique peut-être très différente entre des entreprises qui vont freiner, des collaborateurs qui vont demander, pour pousser vers un service minimum garanti auprès des collaborateurs. Donc, en fait, on est passé du salaire minimum au service potentiellement minimum. C'est peut-être ça aussi la révolution. Alors, comme on l'a vu, le bureau ne disparaît pas, mais il se réinvente. Mais bon, on peut pas laisser des bureaux vides, c'est démotivant pour tous, du directeur général au collaborateur seul dans son bureau de 6, très clairement. On peut pas non plus continuer d'occuper un site avec des postes attribués, occupés un jour sur deux, qui prennent des mètres carrés, qui empêchent de développer la palette d'espaces variés dont on a besoin pour un mode de fonctionnement hybride. Donc, on le voit bien, on a posé la question, quels sont les objectifs pour demain à l'ensemble des directeurs immobiliers, directeurs qui gèrent des projets immobiliers.
Vous voyez ici le top 6. On retrouve plusieurs fois mieux aménager pour gérer l'hybridation, réduire les surfaces de locaux, gagner en flexibilité immobilière. Donc, la gestion de l'espace, le management de l'espace devient un élément clé. À partir du moment où on est dans plusieurs lieux, pourquoi est-ce que le bureau devrait être aussi grand ? Comment on fait pour l'optimiser un maximum et offrir d'autres choses aux collaborateurs ? Donc, on va avoir besoin de faire évoluer les ratios de surface qui ne sont pas adaptés aux nouveaux modes de travail, qui incluent le travail à distance. On travaille donc, avec AFNOR sur des collectifs de travail pour revoir, par exemple, les normes AFNOR qui sont encore suivies beaucoup par les organisations publiques, mais aussi par certaines entreprises. Des normes qui sont sorties en 1998. Donc, on voit que depuis, on a un panel complètement différent qui est arrivé dans le travail et on a besoin de revoir des normes qui nous disent qu'il faut tant de mètres carrés pour un collaborateur, qu'il faut un mobilier de tel type pour tel collaborateur, etc. Alors qu'on n'est plus du tout dans cette logique. On a besoin aussi d'analyser surtout les activités de travail des collaborateurs pour leur donner des espaces qui soient adaptés à cela. Et aussi de retenir la notion de résident pour calibrer les aménagements. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça ne fait plus sens de se dire qu'on va prévoir un bâtiment pour l'ensemble de nos effectifs alors qu'une grande partie d'entre eux sont en travail à distance. Donc, l'idée, ça va être de savoir quel est notre pourcentage des effectifs, c'est-à-dire nos résidents qui vont être dans le bâtiment à un instant donné, au même moment, et de définir quelle serait la surface nécessaire pour chaque résident pour assurer un niveau de fonctionnalité et de confort suffisant à chacun. Donc, je sais que là, j'aborde la thématique très décriée du flex office. On nous parle beaucoup, oui, mais la personnalisation, on dénature. Oui, mais est-ce que la personnalisation, elle est dans la photo que je peux mettre sur mon poste de travail, ou est-ce que demain, la personnalisation, elle est dans le choix par le collaborateur de son parcours? Donc, il choisit là où il va travailler, il choisit comment il va le faire. C'est là que le personnel s'invite. C'est bien plus fort comme personnalisation, ça. Donc, il n'est pas dépossédé de son humanité, mais on transfère. Le collaborateur n'a plus un parcours à lui, n'a plus un territoire à lui, pardon, il a un parcours à lui. C'est ça qu'il faut pouvoir lui laisser demain, lui laisser en main les conditions de réalisation de son travail. Alors, des adaptations ont été faites par les... Je vais faire ça, hop. Des adaptations ont été faites par les entreprises, on l'a vu, mais il y a une vraie transformation encore à réaliser. À la question, quel profil c'est le plus facilement adapté? À 75%, les collaborateurs. On revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va pousser côté collaborateur, ça va freiner côté managérial, côté direction d'entreprise. Qui a le plus freiné les adaptations? Top 1, les managers étaient réfractaires au travail à distance. Au regard de la crise sanitaire, diriez-vous aujourd'hui que vos espaces sont mal équipés pour gérer l'hybridation au travail? Et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres. Sur le top 6, on a un vrai travail autour de l'hybridation, de la pratique de l'hybridation. Comment on gère tout ça? Donc, qui dit travail à distance suggère responsabilisation des collaborateurs. Et ça, c'est un poids qui a pesé sur les managements qui ont été plongés du jour au lendemain dans cette gestion hybride. Donc, il n'est pas étonnant qu'ils aient eu des difficultés parce que ça n'a pas été préparé. Donc, ça a révélé des problématiques de management autour de la confiance, de l'autonomie. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont préparé leurs équipes avec un management horizontal, avec beaucoup de confiance, qui étaient déjà dans une délégation à fond, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de difficultés. Donc, on voit qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'accompagner les managers. Alors certes, sur leurs espaces, sur les outils qui permettent l'hybridation. Là, on peut penser à plein de choses. Ça va beaucoup se tabler autour des équipements pour arriver à la fois à travailler à distance et en présentiel, pour sentir que on est tous dans un même endroit, qu'on arrive tous à collaborer, à travailler ensemble, même si on est dans une configuration hybride. Certes, il y a plein d'idées possibles. On en a plein de notre côté et je serais heureuse de vous les partager, soit dans les questions, soit plus tard. Mais je voulais revenir sur le principe fondamental parce que au-delà de cet outillage, je dirais, des managers sur les pratiques hybrides, le besoin, ça va être surtout de les conseiller sur l'organisation de cette logique, de cette pratique hybride. Et j'ai bien dit conseiller exprès
et pas imposer ou légiférer ou leur donner les billes pour leur dire comment faire. Pas du tout. Je pense que demain, les managers, pour pouvoir adopter aussi ce dispositif à distance, ce dispositif hybride, comprendre leurs collaborateurs, on va avoir besoin de passer sur une entreprise non plus prescriptive, mais facilitatrice. Une entreprise qui se met au service des managers dans un principe de délégation forte auprès des managers. Que le manager ne se retrouve pas en étau complet entre l'entreprise et les collaborateurs, mais qu'il ait main mise, en fait, pour décider de ce qu'il fait pour son équipe. Donc, pour ça, l'entreprise va lancer, pour moi, une démarche ergonomique dans chaque équipe pour réaliser ce que j'appelle, moi, une cartographie des activités des besoins. C'est-à-dire qu'il y a un besoin quand même de recueillir objectivement les activités de travail de chacun des collaborateurs, comprendre comment ils travaillent pour pouvoir ensuite définir en fonction de ces activités les parcours les plus appropriés entre les différents lieux de l'entreprise, qui peuvent être le tiers-lieu, qui peuvent être le domicile, qui peuvent être le campus, le site, etc., ou autres sites. Mais pour moi, certes, l'entreprise doit pouvoir impulser, lancer ce type de démarche, parce qu'on a besoin de connaître les parcours des collaborateurs, besoin de les comprendre, savoir où les collaborateurs sont les plus performants, mais de laisser aux managers et leurs équipes le choix des solutions à l'issue de la découverte de ces parcours. Vraiment, qu'il y ait une liberté auprès du management de s'organiser, une liberté de l'équipe de se porter volontaire ou pas, une liberté du manager de traiter au cas par cas, de tester aussi, d'expérimenter auprès de son équipe ce qui marche pas, et ensuite de pouvoir réajuster. En fait, il y a trop d'hétérogénéité pour que ça puisse être géré directement par l'entreprise ou par la direction. Avec le versement du perso dans la vie professionnelle, il n'y a pas une seule règle. Donc, pour un modèle hybride performant, le manager doit pouvoir sentir qu'il ne subit pas cette situation de travail à distance, mais qu'il peut la préparer, l'organiser, organiser le travail de son équipe et l'ajuster au fur et à mesure. Donc, si vous vous posez la question, mais comment je fais parce que mes managers freinent, pour qu'un manager devienne hybride et qu'il performe demain, il faut que ce soit aussi un manager qui puisse choisir avec son équipe, même si vous êtes là pour le conseiller en tant que direction. Et c'est un manager aussi qui teste, qui réajuste au plus près des besoins de son activité, de l'activité de son équipe. Donc, le new management, c'est un management hybride, libre, qui choisit. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses. J'espère que vous aurez des questions que je puisse aussi adapter, hein, bien sûr. Parce que, bien évidemment, c'était mon point de vue, hein, ça reste un point de vue. C'est en substance ce qui est pour moi la révolution du travail, des lieux de travail et mes précaux. Donc, si je résume un petit peu, je dirais que il est temps de prendre conscience que les frontières sont transgressées de toutes parts. Pour petit rappel, on a d'abord dépersonnalisé les espaces de bureau en faisant du gros standard. Petit à petit, le comme à la maison s'est invité au travail. Et puis maintenant, en fait, c'est le bureau qui s'invite à domicile. Et ça va continuer de progresser en plus. Donc, c'est pas en devenir. Ça, c'est pas une logique en devenir. Pour moi, c'est une réalité de 2020, 2021. Et autant bien le construire. Donc, l'environnement de travail de demain n'est pour moi plus un lieu, mais un réseau de parcours connectés. Et il faudra prendre le train en route pour pas manquer cette révolution. Donc, les différents points sur lesquels j'ai insisté pour dire mais comment on prend le train en route, c'est valoriser l'analyse des activités de travail, l'ergonomie dans la refonte des aménagements de vos bureaux, c'est le point de départ. Pour mener une révolution et non pas appliquer des modes qui seront contre-productifs, vous devez d'abord connaître les activités de travail de vos collaborateurs. Ensuite, enrichir l'expérience utilisateur, c'est-à-dire pour attirer et performer vos collaborateurs de demain, il faudra offrir confort, responsabilité. Ça sera un standard. Donc, c'est ça, créer un campus de service. Il faudra aussi adapter le bureau aux pratiques hybrides en le concevant comme un connecteur de talents où le travail collectif est au centre. Donc, ni le collaboratif ni individuel, le travail en collectif.
Et aussi développer une approche inclusive où les choix des collaborateurs et des managers sont possibles car l'entreprise délègue, elle présente un cadre malléable, elle est appropriable par chacun et elle donne la possibilité d'expérimenter. Bon, j'ai conscience que je décline pas toutes les solutions ici, mais c'est aussi parce que ça, c'est adapté à chacune des entreprises, à chacun des aménagements point de départ, d'ailleurs, des entreprises aussi, aux pratiques managériales, leurs ambitions. Et il y a plein d'autres sujets, plein d'autres facteurs encore qui jouent. Donc, une révolution, pour moi, d'abord, on y croit. Puis, on se retrousse les manches lors d'un long périple magnifique. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à Génie des lieux, à nos clients. On les accompagne dans leur révolution, à la fois sur les lieux, sur les hommes, les modes de travail, parce que c'est holistique. Il y a beaucoup d'aspects à traiter en même temps. Donc, on le fait aujourd'hui, nous, avec un écosystème de partenaires tels que Juliette Sterwen ou l'Institut des Futurs Soda, parce qu'on souhaite agir vraiment sur ces 3 points. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, soit tout de suite, pour qu'on s'adapte à vos problématiques. Après, sinon, on reste joignable. Maintenant, vous saurez trouver nos profils LinkedIn pour nous interroger. Et puis, à la fin de cette semaine, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur nos activités ou nos références sur notre site Internet tout beau, tout neuf, qui vient de vivre sa révolution. Donc, bonne révolution à tous et j'espère que vous avez plein de... Merci Dora. Moi, je vais reprendre un peu le fil des questions en faisant une petite synthèse des retours. On a 2 grandes thématiques. Une première qui tourne autour des conditions de travail et une seconde qui est beaucoup plus opérationnelle sur les règles et les normes à mettre en place pour réadapter les espaces de travail. Et puis, quelques interrogations sur la notion du flex qui a surpris. Comme identifier une solution adaptable qui peut répondre aux enjeux actuels. Pour commencer sur les conditions de travail, on a vu par le passé, en tout cas sur le premier confinement, que tous les collaborateurs n'étaient pas sur les mêmes lieux de vie, pas dans les mêmes conditions familiales. Et avons-nous aujourd'hui des indicateurs qui seraient d'ordre d'âge ou de localisation géographique pour voir si certaines populations ont été plus à même à apporter le télétravail distant et si d'autres étaient plus enclins à venir au bureau. Ça, c'est pour la première question. Je te laisse répondre si tu veux réagir. Oui, c'était beaucoup sur notre première enquête, effectivement, où on a analysé à la fois, on a posé les questions sur l'âge, on a posé les questions sur la distance par rapport au bureau. Et ben non, c'est vraiment diffus à toutes les catégories d'âge, à toutes le kilométrage, je dirais, de distanciation par rapport au travail, même si on avait quand même une moyenne autour, alors c'était autour de 30 à 60 minutes, donc c'est quand même large, 30 à 60 minutes de distance par rapport au bureau. Mais non, ces souhaits de travailler à distance est quasi indétectable en fait sur une tendance, sur un certain âge ou une certaine distance, parce que c'est diffus. On peut être à 15 minutes de son travail et nous avoir dit souhaiter travailler à distance. On peut avoir 60 ans et nous avoir dit souhaiter travailler à distance. Et voilà, c'est très diffus. Il y a une tendance énorme qui ressort. Après, quelques questions sur les limites entre la vie privée et la vie professionnelle par ce télétravail. Et puis, l'identification des activités qui peuvent être télétravaillables et comment objectiver qu'un poste, aucune fonction, aucune tâche puisse plus aisément se faire en télétravail ou au bureau et savoir accompagner les managers pour identifier les métiers qui peuvent être gérés avec plus de temps à distance. Sur tout ce qui était règles et normes, des questions très factuelles sur l'évolution des accords de travail actuels. Comment est-ce qu'on peut les adapter à ces nouveaux modes? Comment intégrer au niveau managérial la notion de confiance, une réciprocité de confiance sur un concept gagnant-gagnant entre le collaborateur qui a un temps en télétravail et un temps au niveau du bureau, et puis le nouveau rôle que doit jouer le manager au-delà de son rôle statutaire et qui parfois est visible sur les espaces de travail. Demain, on va demander à ces managers de proximité de pouvoir accompagner à la fois les collaborateurs dans la réussite de leur activité, mais aussi dans le maintien du collectif.
et ce sont des ambitions bien grandes pour ces encadrants de police. Je peux peut-être apporter un élément de réponse par rapport au fait comment dire, d'analyser les activités au mieux des collaborateurs pour proposer des services et des espaces adaptés. Je pense qu'il faut pas avoir l'illusion d'être en capacité de faire cette analyse personne par personne, service par service. Il faut analyser un peu l'ensemble, l'exhaustivité, les situations de travail, des métiers, des activités, voir globalement en effet celles qui sont dominantes et celles qui ne le sont pas. Mais ensuite laisser la liberté à chaque entité, à chaque direction, équipe et collaborateurs d'utiliser les lieux et les services qui sont mis à leur disposition. C'est eux qui sont sachants sur le fait que cet espace et ce service est aujourd'hui, pendant 2 heures, est totalement adapté à mon activité dans un enjeu d'efficacité de performance, avec un minimum de nuisances et de contraintes de déplacement. Et voilà. Donc cette réflexion, c'est aux collaborateurs de le faire et aux managers de l'encadrer, d'avoir cette position sur les lieux. Ça me fait penser à un projet, un très grand projet il y a une vingtaine d'années où une équipe immobilière avait travaillé sur les espaces, en fonction des besoins, des activités par direction, et ensuite ils voulaient imposer leur traduction de ces analyses des métiers à ces directions selon leurs propres besoins tels qu'ils avaient exprimés. Et puis finalement, à un moment, ils se sont dit non, on va plutôt proposer l'ensemble des solutions d'aménagement possibles et laisser chaque direction faire ce choix finalement de choisir l'espace qui leur paraît le plus adapté. Donc, il faut faire confiance finalement aux entités, aux managers et aux agents dans la pertinence du choix de l'espace et des services. Par contre, il faut offrir un catalogue de services le plus large possible qui permet de répondre aux différentes situations de travail, notamment des collectifs de travail dans les lieux d'entreprise, où globalement on va être sur des lieux du travailler ensemble. Voilà, et donc on va sûrement aller vers un peu plus de cloisonnement, d'espaces donc fermés, cloisonnés, parce qu'un collectif de 4 personnes, de 15, de 30 personnes qui veulent se réunir, ils doivent être ensemble dans un lieu, sans créer trop de bruit, de nuisance pour les autres collaborateurs au-delà, et également en assurant une confidentialité. Voilà, donc il y aura sûrement un retour du cloisonnement selon les catégories de collectifs, et c'est un des travaux qu'il faut faire sur l'analyse de l'activité justement. Et après, des questions qui tournent autour des espaces actuels. Que faire des superficies, des bureaux? Comment les transformer? Y a-t-il de nouvelles normes qui vont s'appliquer à ces nouveaux modes de travail? Et comment peut-on discuter des normes AFNOR qui sont aujourd'hui le point d'entrée principal des CSE et CHSCT dans les discussions autour des transformations des aménagements? Alors, sur la norme AFNOR, je peux en dire 2 mots. Dora, je vous laisserai compléter si vous souhaitez. La norme AFNOR de 98, dans les premières phrases de la norme, il est dit que l'espace qui correspond à la norme décrite dépend de l'activité. Voilà. Donc même dans la norme de 98, la référence à l'activité était inscrite. Alors bien sûr, c'est absolument pas ce qu'on a retenu, et les partenaires sociaux ne voient pas ça, ils voient simplement le chiffre des mètres carrés. Voilà. Donc déjà à l'origine il y avait ça. La nouvelle norme AFNOR a été réactualisée. Le projet a été lancé il y a 2-3 ans et elle devait être diffusée courant 2020. Et avec un travail plus large en effet sur l'évolution des activités, des multi-usages et autres, et le Covid, enfin la situation qu'on connaît vient un peu perturber en effet le travail si j'ai bien compris, de ce groupe de travail, et va venir enrichir par une vision un peu complémentaire. Voilà, donc cette norme va évoluer, donc elle a son cadre, elle a son intérêt, mais il faut être en capacité de la lire un peu sur l'ensemble de ces paragraphes et pas simplement voir l'aspect contraignant. Parce que, voilà. Je pense que la norme va évoluer dans le sens de ce que nous on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire l'intégration, la compréhension des activités de travail, et de conseiller les entreprises sur la façon
de recueillir ces activités de travail, ce qui fait partie aussi de vos questions, mais c'est tout un travail, c'est difficile à décrire ici, toute la méthodologie d'ergonomie des espaces de travail, mais je pense peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que les instances représentatives du personnel, de toute façon, jouent leur rôle en protégeant les salariés de leur santé au travail. Et à partir du moment où le modèle n'est plus un modèle standardisé imposé aux collaborateurs, mais repose sur un vrai choix du collaborateur, vous donnez du pouvoir, vous donnez de la liberté à vos collaborateurs. Et c'est sur ça qu'il faudra échanger avec les instances représentatives du personnel. Ça change la logique où l'entreprise impose un cadre, un modèle aux collaborateurs et les instances agissent comme un contre-pouvoir face à ce modèle pour protéger les collaborateurs. On est en train de parler d'un nouveau cadre où les collaborateurs ont toute leur place, font leurs propres choix. Et du coup, ça n'a pas du tout le même impact auprès des instances représentatives du personnel. Je pense que c'est, voilà, on parle on n'est pas sur une adaptation, on est sur une transformation. Ça change complètement notre façon de voir les choses. Et donc, ça change le rapport aux instances, ça change le rapport aux normes. Et je pense que c'est le discours qu'il faut petit à petit infuser. Certaines des entreprises avant le confinement, qui d'ailleurs, je pense qu'ici sont présentes, j'ai vu dans les participants, ont déjà mis en place ce type de pratique. La cartographie des activités dont je vous parlais, des entreprises de plus de 3000, des sites de plus de 3000 collaborateurs, se sont lancés sur ce type de cartographie pour essayer de comprendre les activités. Alors certes, c'était à l'époque au sein du bureau, mais on pourrait imaginer faire exactement le même exercice demain pour un parcours de collaborateurs, regarder les différents lieux de l'entreprise. Donc même si on est sur des effectifs nombreux, on peut aller regarder des spécificités, en tirer des généralités pour le fonctionnement global de l'entreprise, mais laisser les particularités et la gestion de ces particularités équipe par équipe. Pour accompagner ces managers, parce que c'est une des questions, la mienne, c'est comment on accompagne ces managers. C'est tout un périple, c'est tout un dispositif d'accompagnement qui va se faire dans le temps. Je pense que les managers ont moins besoin aujourd'hui de séances de formation qu'ils n'ont besoin de, j'appellerais peut-être de coaching, qui n'ont besoin d'un accompagnement sur la durée, sur leurs actions en fait. Pour les petits ateliers qu'on a pu faire nous depuis le confinement, pendant le confinement ou après le confinement, on voit que c'est la demande clé des managers. Ils veulent être accompagnés dans la mise en place de nouveaux dispositifs. Donc, ils veulent qu'on outille, qu'on les conseille, qu'on soit là. Donc, c'est bien ce qu'on appelle du coaching, de l'aide à la décision, de l'aide à la mise en place, et pas une session de formation sur comment je me comporte comme manager, comment je deviens un manager horizontal. Donc, je pense que c'est aussi ces dispositifs qu'il faut pouvoir faire évoluer pour aider et accompagner le manager dans cette révolution. Merci Laura. Moi j'ai une question. Du coup, voilà, là effectivement on a évoqué plein de choses, à quel point les entreprises allaient devoir jouer un rôle d'équilibriste pour essayer d'harmoniser tout ça, parce qu'on a bien vu que voilà, on réagit différemment, on a des besoins différents, il va falloir accompagner les managers, il va falloir donner de la liberté, un cadre souple, mais concrètement, on commence par quoi? S'il y a une première chose à faire aujourd'hui, quelle est-elle en fait? Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, puisqu'on a bien vu que tout était ouvert, mais voilà, on commence par quoi? La cartographie, comment on procède pour faire une cartographie finalement des besoins de ses collaborateurs? Qu'est-ce qu'on leur pose comme question? Comment on les écoute? Comment on va vers la personnalisation d'une certaine façon des lieux de travail, quoi, et des modes? Qui répond? Ok. Pierre, en fait, la cartographie, c'est l'action parfaite pour commencer. Parce qu'en fait, à travers cette cartographie, vous lancez tout. Vous lancez à la fois des informations, du recueil d'informations pour l'entreprise, pour mieux comprendre les nouveaux parcours de vos collaborateurs. Donc, suite à ce confinement, qu'en est-il? Comment ils travaillent dans l'ensemble de ces lieux? Déjà, ça vous donne de la matière au niveau de la direction pour se dire, ok, maintenant ça se passe comme ça. Donc, je pense que pour prendre une décision au niveau de la direction, c'est fondamental. Ensuite, ça donne la main aux managers pour lancer des actions auprès de leur équipe et donc reprendre les rênes
face à ce travail hybride qui s'est imposé à eux. Donc là, c'est eux qui vont commencer à organiser leur équipe en recueillant les informations pour leur équipe et comprendre comment ils fonctionnent collaborateur par collaborateur. Donc, vous redonnez de l'élan aussi à vos managers en leur redonnant une forme de pouvoir face à ce travail hybride. Et enfin, vous prouvez aux collaborateurs que vous êtes en train de regarder et d'agir dans cette révolution du travail et pas d'aller dans le sens de leur crainte qui est on va revenir en arrière. Donc, ça envoie tous les bons messages, à la fois du point de vue de la direction, du point de vue des managers et du point de vue des collaborateurs. Après, toutes les questions qu'il faut leur poser, ça, je pense que je ne sais pas si je vais réussir à vous faire ici la liste, parce que c'est tout un travail d'ergonomie. Mais l'idée, c'est de tourner vos questions autour de du parcours des collaborateurs, de comprendre où ils travaillent, pourquoi ils sont plus performants dans cet espace plutôt qu'un autre, pourquoi ils souhaitent travailler de cette façon plutôt que de cette façon. Et après, n'hésitez pas à nous appeler et on vous conseillera. Je peux compléter votre réponse, Dora. En parallèle de la cartographie, ce qui peut être très intéressant, c'est au niveau d'une équipe projet élargie, immobilier, RH, IT et autres, de mettre en place une évaluation des espaces de travail actuels. Et ça, c'est la prise le départ finalement pour s'entendre sur ce qu'est un espace réussi qui marche ou qui ne marche pas, parce que chacun au niveau des fonctions très spécifiques, IT et autres, et services généraux, DET, ont des points de vue complémentaires finalement, et chaque point de vue est pertinent. Mais ce qui est intéressant, c'est la globalité de ces points de vue, et que chacun comprenne bien les enjeux finalement des autres acteurs dans l'entreprise. Voilà, donc mettre en place une évaluation des espaces de travail et des modes et des lieux de travail actuels, je pense que ça peut être une prise de conscience qui permet de définir un propre référentiel commun finalement sur ces nouvelles problématiques qui sont pas simplement une problématique de mètres carrés et d'aménagement. Et puis troisième partie, c'est également la possibilité, un intérêt. Ça peut être fait en début et puis peut-être juste après cette cartographie et cette évaluation, de le faire en 2 temps par un cadrage au niveau de la direction générale de ces nouveaux lieux, de ces nouveaux modes de travail, et de penser une politique immobilière au service d'une stratégie d'entreprise, penser l'immobilier comme une ressource durable à économiser, et puis avoir aussi en filigrane un objectif. On parle de télétravail, on parle de lieu d'entreprise, mais depuis 20 ans ou même plus, on constate que le déplacement, le temps de transport entre le domicile et les lieux d'entreprise augmente régulièrement. Voilà. Donc, je pense qu'il est clairement très important d'inverser cette tendance et de rapprocher à nouveau les lieux de travail des domiciles. Voilà. Ça peut être une solution un peu intermédiaire, et le modèle du site unique qui regroupe tous les collaborateurs d'une entreprise dans une ville, voilà. Ce modèle du site unique n'est plus aujourd'hui le seul modèle pertinent. Et évidemment, il répond à des enjeux, il a des intérêts très forts, mais on doit explorer dans un démarrage d'une réflexion amont, explorer d'autres scénarios, avec peut-être, selon la taille d'entreprise, d'avoir 2, 3, 4 sites disséminés à un quart d'heure, 20 minutes, des zones de domicile. Ça permet de répondre aussi au problème du télétravail en solution alternative, d'avoir presque ses propres tiers-lieux pour une entreprise, parce que les tiers-lieux posent des problèmes, évidemment. Donc, cette notion de cadrage, c'est très important pour définir ensemble, finalement, les critères qui seront demain, qui feront que demain, un projet, un environnement est considéré comme réussi. Voilà, donc de définir ces critères. Ok, merci pour ces réponses. Lamia, tu as d'autres questions qui sont apparues sur le fil? Non, je pense qu'on a synthétisé l'ensemble des questions. Ok. Pas d'autres questions? Un petit mot de conclusion? Dora, vous souhaitez conclure ou... Allez, la conclusion de la conclusion. La conclusion de la conclusion, laissez-vous envahir par cette révolution. Vivez-la maintenant, c'est le bon moment.
plutôt que de se dire que vous y réfléchirez dans 2 ans, au moment où ce sera plus le moment. Donc voilà, je vous enjoins vraiment à réfléchir au sein de votre entreprise. Qu'est-ce qui pourrait être la révolution de vos lieux de travail, et de commencer à prendre la mesure de cette révolution pour l'année 2021, parce qu'on va être en plein dedans. Et pensez vraiment à ce fameux cadre malléable qui va être très très important. La dynamique va partir des collaborateurs. Donc, si vous faites partie de la direction, peut-être que vous le sentez pas, ou peut-être que vous avez encore des réflexes de volonté de généraliser ou de standardiser. Mais on va sortir de ce modèle. Donc, prenez-en la juste mesure et commencez vos actions en interrogeant les collaborateurs. Ne commencez pas par vous, direction. Commencez par vos collaborateurs. Je pense que c'est le meilleur moyen d'initier cette révolution. Pour terminer, pour conclure, je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à notre webinaire. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux, nous sommes impressionnés. Donc simplement pour terminer, pour dire que Génie des lieux a réalisé sa propre révolution pendant ces mois de confinement depuis mars. Il y a eu quelques changements, quelques confrontations, quelques avancées, et tout ça, ça a permis finalement à Génie des lieux d'avoir pu redéfinir notre raison d'être, de la confirmer globalement, de la remettre en place, de mettre en place une nouvelle organisation également interne, un nouveau codir, une nouvelle image. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous sommes prêts à vous accompagner dans vos réflexions, dans vos projets, voilà, au plus près, et pour vous apporter des réponses globalement sur mesure au service de la performance de vos entreprises et du bien-être de vos collaborateurs. Merci à tous, et puis rendez-vous sur un prochain webinaire. Il n'y a pas de date, mais là sûrement on a plein d'idées.